Pascal Nicot. Merci Madame la Présidente. Je voulais revenir sur les sujets de formation professionnelle et en particulier sur les marchés qui sont passés par la région au titre de la formation professionnelle en complément de ce qu'a dit mon collègue Merlot tout à l'heure. Bruno Retailleau nous a invités ce matin à savoir compter, tant nous manipulons de l'argent public, parfois en millions, en dizaines de millions. Et ces marchés de formation professionnelle que j'ai pu observer de près, puisque je siège à la commission d'appel d'offres, m'ont paru extrêmement scandaleux quant aux montants qui sont engagés. Je m'explique. Et je prendrai pour ça un exemple, celui de la formation des détenus. On passe des marchés pour la formation des détenus qui sont facturés à la région 12 € hors taxe de l'heure par détenu. Je suis désolé, ça va être un peu d'arithmétique, mais c'est pas très compliqué, on devrait tous y arriver. 12 € de l'heure pour des détenus qui suivent en moyenne 120 heures par mois de formation. Ça fait donc un budget d'à peu près 1 500 € facturé à la région par détenu. À ces 1 500 €, il faut ajouter à peu près 2 ou 3 € qui sont payés aux détenus à titre d'indemnité pendant leur formation, plus une prime de congé payé. Bon, bref, on arrive à un budget d'à peu près 15 € par détenu et par heure, ce qui veut dire un budget de 1 800 € par mois. Pour l'organisme de formation, qui donc perçoit 12 € par heure et qui forme en moyenne 10 à 12 détenus en parallèle, si j'ose dire, ça représente donc 120 € au minimum de l'heure, c'est-à-dire à peu près 1 000 € de la journée. Ces montants sont astronomiques. 1 000 € de la journée pour un formateur qui exerce son activité dans un cadre qui est effectivement extrêmement balisé puisqu'il s'agit des locaux de la prison, avec des moyens de formation qui sont des moyens mis à disposition par la région, donc il n'a pas à fournir lui-même. Ça représente au moins le double de ce qu'on devrait payer. Ce n'est pas seulement pour la formation des détenus, c'est pour toutes les formations professionnelles qu'on a pu regarder dans le cadre de ces marchés prépa. Alors, moi je crois qu'il faut qu'on ait tous à l'esprit que faire de la formation professionnelle, aider les gens à retrouver le chemin de l'emploi, y compris pour les publics les plus éloignés, c'est parfait. Mais le diable se nichant dans les détails, il faut quand même regarder à quel prix nous passons ces marchés. Et là, en l'occurrence, ils sont proprement scandaleux. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Marie-Cécile Gessan. Oui, une intervention très courte, simplement pour répondre à quelques-uns de nos collègues. Concernant les formations courtes, oui, elles ont une utilité très importante puisqu'elles répondent à une demande immédiate des entreprises et à des compétences dont les entreprises ont besoin tout de suite. Donc ça n'empêche pas une mobilité ensuite du salarié, bien au contraire, puisqu'ensuite il peut continuer à faire des formations plus qualifiantes s'il le veut, mais elles apportent déjà un plus à la fois aux salariés et aux entreprises qui ont des besoins immédiats. Concernant la formation des détenus, pour en avoir rencontré un certain nombre dans mes différentes visites des prisons, où je n'ai pas été gardée d'ailleurs, je peux dire que c'est extrêmement important que ces détenus soient formés. Beaucoup sont à la limite de l'illettrisme et il est important pour les remettre dans le monde du travail ensuite et leur redonner un parcours, je dirais, que je qualifierais de normal, qu'ils soient formés. Alors bien sûr, elles sont un peu plus chères que les autres formations, mais les conditions d'exercice dans ces maisons d'arrêt ou ces centrales sont particulières et les formateurs ont parfois des journées quelque peu difficiles. Mais il est important que ces détenus soient formés et beaucoup ont pu faire des bêtises, mais ont besoin aussi qu'on s'intéresse à eux, qu'on les forme pour leur remettre sur le monde du travail et qu'ils reprennent un cours normal de leur vie ensuite. Et puis, sans vouloir marcher sur les plates-bandes de notre cher président de commission, moi, je suggérais à Madame Lucas une courte phrase qui serait « Le combat pour l'emploi, 2 points, la formation pour garantir les emplois d'aujourd'hui et de demain ». C'est ce que nous avait dit Monsieur Dejoie ce matin, mais je pense que Madame Lucas n'a peut-être pas bien entendu. Merci. Monsieur le Président, je vous laisse
conclure et Oui, répondre? merci à mes collègues qui ont apporté leur contribution aux réponses que je vais simplement compléter. Ma chère Marie-Cécile, la complémentarité entre les centristes et les républicains, elle est là. Tu fais une proposition. Moi j'ajouterais aussi l'idée que les territoires ont un réel rôle à jouer et que leur attractivité en dépend aussi. Attractivité de nos territoires, de nos communes, de nos intercommunalités. Et donc, on va compléter ces idées. Et je suis sûr que même si on n'a pas la plume de Victor Hugo, on n'en aura jamais la plume. Madame Lucas, vous n'aurez pas le plaisir de nous lire à ce niveau-là. Mais soyez rassurés, on a des idées forces pour pouvoir afficher un slogan que vous appelez de vos voeux. Pour répondre dans l'ordre aux interventions des uns et des autres, concernant tout d'abord Christelle Cardet, sur les dispositifs prépa. On est bien d'accord que Prépa Rebond n'est pas installé sur l'ensemble des territoires. On en a parlé ensemble s'agissant du Maine-et-Loire. Les rencontres et les discussions avec Gilles Groussard, le conseiller départemental en charge de l'insertion, sont en cours. Donc tout le dispositif n'est pas déployé pleinement sur l'ensemble des territoires. Par contre, c'est vrai qu'on avance assez vite là où l'organisation était en place. Je pense aux écoles de la deuxième chance sur Nantes, sur Laval, où des choses avaient été actées assez vite par les départements, les agglomérations. Concernant Prépa Avenir, juste par rapport à votre inquiétude, les chiffres au 12 décembre, donc c'était il y a tout juste une semaine, nous avions contracté plus de 920 ouvertures de places pour accueillir des demandeurs d'emploi dans le cadre de Prépa Avenir. La semaine dernière, il n'y en avait que 676 d'entrées en formation. Donc ne me dites pas qu'il manque de dispositifs. Ils ne sont peut-être pas tous au bon endroit, je peux l'entendre, mais il y a encore des places à pourvoir dans le cadre de ce dispositif. Soyez-en convaincus. Concernant les formations cours d'adaptation à l'emploi, on en a plus longuement parlé tout à l'heure. Marie-Cécile Gesson y est revenue. Juste vous dire que c'est un choix qu'on assume pleinement que de compléter les dispositifs existants. On aurait pu en effet avoir un dispositif région, s'enorgueillir d'un système à part mais en plus des autres. Le choix que nous avons fait voilà maintenant 1 an et demi, c'était d'utiliser des dispositifs existants et de les amplifier, de leur donner un coup de booster, et c'est ce que nous faisons en conventionnant tant avec Pôle emploi qu'avec les organismes paritaires. Donc le souhait de cette région, c'est l'efficacité, et c'est pas en rajoutant des dispositifs auxquels plus personne ne finit par comprendre quelque chose que nous y parviendrons. Nous préférons travailler avec des partenaires comme Pôle emploi et les OPCA. Concernant la question de l'ARACT, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce qu'est l'ARACT et ce que sont les relations entre la région et l'ARACT. Nous travaillons et nous accompagnons l'ARACT elle-même pour tous ces diagnostics et toutes ces réflexions autour de l'amélioration des conditions de travail, et les financements qui sont destinés à accompagner ces diagnostics sont maintenus dans la proposition budgétaire que nous portons aujourd'hui. Néanmoins, soyons clairs aussi sur le volet investissement, c'est-à-dire sur le financement des entreprises qui ont bénéficié du dispositif de l'ARACT. Nous souhaitons mettre fin à ce dispositif à la demande de l'ARACT et face à la raréfaction des projets d'investissement. Pourquoi ces projets d'investissement sont-ils plus rares? Et nous n'avons eu que 2 dossiers au cours de l'année écoulée. Pour deux bonnes raisons. C'est qu'il y a des dispositifs disponibles pour l'aide à l'investissement, et mon collègue Paul Janto pourra en parler plus longuement. Donc les entreprises trouvent des solutions dans le cadre du développement économique que nous pouvons porter ici même. Et puis, par ailleurs, il existe ce fameux Fonds national d'amélioration des conditions de travail qui répond à ce besoin d'investissement. Donc inutile de faire des doublons, inutile là aussi d'ajouter des dispositifs. Nous maintenons l'aide au fonctionnement de l'association, mais les investissements des entreprises seront portés par d'autres dispositifs. Concernant Madame Lucas, sur l'apprentissage, je pense que Pauline a tout dit. Moi, je voudrais juste rappeler deux choses par rapport à la concertation. Vous rappelez que la concertation qu'a lancée le gouvernement, et notamment Madame Pénicaud, est une concertation qui porte sur l'apprentissage.
et à laquelle les régions ont été associées, il y a une autre concertation qui est engagée, qui porte sur la formation professionnelle. À ce que je sache, à ce stade, ni Madame Pénicaud, ni le haut-commissaire en charge de ce sujet n'ont saisi les régions. Le premier contact qui sera établi avec la haut-commissaire nommée par le président de la République aura lieu demain. Donc on n'a pas été saisi du sujet. Les régions ne sont pas du tout associées à la concertation sur la réforme de la formation professionnelle à ce stade-là. Concernant l'apprentissage, Pauline l'a dit, il y a besoin d'être clair à un moment donné quand on porte une réforme de cette ampleur. Un jour, en effet, on en appelle aux régions de France et on mobilise les régions de France, et Pauline, comme Christelle Morancet, se sont mobilisées depuis quelques semaines. Le lendemain, il s'avère que c'est plus Madame Pénicaud l'interlocuteur, mais c'est Monsieur Blanquert qui nous fait appeler parce qu'il veut s'en mêler lui aussi. À un moment donné, il faudrait qu'au niveau de la démarche, on clarifie les choses et qu'on se dise tous et on tienne tous le même discours autour d'une même table. Il n'y a peut-être pas besoin de multiplier les ministres et les interlocuteurs pour clarifier l'ambition qu'on peut avoir en matière d'apprentissage. Concernant les remarques de Monsieur Merlot sur un certain nombre de points portant sur les marchés publics, et c'était aussi le propos de Monsieur Nicot, par rapport à la formation des détenus, vous avez observé des coûts, je l'entends bien. Sur ces coûts, on est malgré tout dans des normes de tarifs, hélas certes élevées, mais hélas assez courantes. Quand je regarde un coût horaire d'un demandeur d'emploi en prépa à venir, qui est lui en dehors de toute procédure de détention, et quand je regarde le coût horaire d'un détenu, on a un écart relativement faible si je prends le coût horaire. Maintenant, c'est vrai que l'obligation de mettre en place un dispositif de formation en milieu carcéral va générer des coûts. On s'en est expliqué avec Émeric Merlot ce matin. Je prends, et avec Christelle Morancet, nous sommes allés à la prison du Mans voir le CFA Sainte-Catherine qui travaille dans les murs. C'est forcément un dispositif lourd en termes de personnes, de formateurs, c'est un dispositif lourd en termes de moyens à mobiliser. On est sur les métiers de la restauration. À Nantes, on y est allé également dans les ateliers mécaniques, puisqu'on est sur la mécanique auto. Nécessairement, ça génère des coûts supplémentaires que nous assumons dans le cadre de ces marchés. Je vous rappelle juste aussi une obligation, mais Marie-Cécile Gessant vous l'a déjà indiqué, la formation des détenus telle que nous la concevons, c'est celle des demandeurs d'emploi à part entière. Toutes les formations pour des détenus qui auraient besoin de compétences linguistiques ou autres sont prises en charge par l'État, puisque c'est du ressort de l'Éducation nationale qui intervient, et nous n'avons pas à intervenir sur ce sujet-là, évidemment. Concernant toujours les propos de Émeric Merlot, vous nous permettrez d'attendre le Big Bang avant de savoir ce qui sera fait. Aujourd'hui, nous sommes une région qui est dans l'action sur l'apprentissage et sur la formation. Nous tirerons les conséquences des choix gouvernementaux en temps et en heure. Dans l'immédiat, ce que Pauline a présenté est simplement notre détermination à poursuivre les excellents résultats obtenus. Pour ce qui concerne les propositions d'Ekel Guerba, juste quelques points, il y en avait 6. Je pense notamment à l'économie sociale et solidaire. Il y a des gens ici qui le savent très bien. L'insertion par l'activité économique, c'est une réalité en Pays de la Loire. On en est tout à fait conscient. Avec les OPCA, nous soutenons les dispositifs. On pourrait évoquer des cas comme celui que Denis Lamache a pu nous faire remonter du sud Vendée. On pourrait évoquer des cas en Maine-et-Loire également. On ira au Pont-de-Cé vendredi dans cette optique-là. Sachez que dès 2018, une feuille de route sera mise en place à l'échelle régionale sur l'économie circulaire, donc portée par mes collègues qui sont en charge de ce sujet. Et évidemment, sur cette feuille de route, il y aura un volet formation important.
puisque c'est l'essentiel, entre guillemets, de la réussite de ce dispositif d'économie circulaire. Sur les autres points, je ne vais pas forcément les reprendre en détail. Les partenariats avec les organismes de formation, j'entends bien votre propos, j'entends bien la nécessité d'avoir des personnes qualifiées pour dispenser les formations. Maintenant, n'oubliez pas, on est aussi dans une logique de marché public, donc ce n'est pas aux organismes de formation de dicter, entre guillemets, les conditions du marché. Il faut bien que, sur le plan purement juridique, on soit irréprochable de ce côté-là. Concernant les remarques de Jean-Claude Charrier sur un certain nombre de points. Oui, il y a 30 000 apprenants, c'est ceux qu'on a identifiés dans les rapports. Sur ces 30 000 apprenants, dans le détail, vous avez 22 900 demandeurs d'emploi de prévus comme entrants en formation. S'ajoutent à ces 22 900 demandeurs d'emploi les étudiants en formation sanitaire et sociale que Nathalie Poirier a évoqué, les salariés qui sont en activité et qui sont formés dans le cadre du dispositif Accès Évolution, et les détenus que Marie-Cécile Gesson a évoqué également. Donc c'est la globalité qui fait les 30 000 apprenants. Ce n'est pas uniquement des demandeurs d'emploi vu la compétence globale de la région. Par rapport aux éléments budgétaires, alors c'est vrai que le plan 500 000 peut fausser les visions et vous voyez disparaître 30 millions comme ça, comme par enchantement. Juste vous dire que si j'occulte les éléments du plan 500 000, sur le BP 2017, l'effort de la région hors plan 500 000, c'est 156 millions d'euros dédiés à la formation professionnelle. Sur 2018, là aussi, il reste du plan 500 000. On est avec une enveloppe de 160 millions qui, une fois le plan 500 000 retranché, m'amène à 157 millions d'euros de crédit pour la formation des demandeurs d'emploi. Donc, on pourra reprendre à tête reposée ces chiffres. J'en ai le détail sous les yeux, je pourrais vous les produire. Juste pour comparer aussi l'effort qui a été fait, en 2018, on a donc 22 900 demandeurs d'emploi d'attendus en formation. C'est tout au moins ce que le budget prévoit. Il faudrait juste comparer ce chiffre avec d'autres périodes, celle à laquelle on n'était peut-être pas en responsabilité, mais on était à 25 000 demandeurs d'emploi à l'époque, on est à peine 23 000. On est dans des eaux quand même assez identiques, avec un contexte économique qui a également évolué depuis. Voilà ce que je pouvais amener comme élément complémentaire. Je pense qu'on évoquera le vœu ensuite, une fois qu'on aura procédé au vote.